Merci pour l'invitation, Jean-Dominique, et merci pour la présentation aussi. Moi, à force de parler avec mes enfants, j'ai perdu mon français, je parle un peu de québécois maintenant. Non? Et je vais essayer de parler lentement parce que aussi mon français n'est pas parfois si facile à se faire comprendre. Donc aujourd'hui, on va parler, moi j'ai mis comme titre, le traitement électrique de la défaillance cardiaque. C'est ça que nous, comme rythmologues, on fait. C'est pas que les médicaments sont pas bons. Les médicaments, en fait, tous les patients doivent être optimisés au niveau des médicaments pour pouvoir passer à la prochaine étape, à la partie électrique. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe qu'on fait, et ça, c'est pour donner un plus aux patients qu'on suit à nos cliniques de défaillance cardiaque. Vous savez déjà ça dans vos cahiers, les conflits d'intérêts. Ça, c'est une étude faite il y a longtemps déjà, avec pas beaucoup de patients, mais c'est vraiment des dernières études, je veux dire, qui étaient faites selon l'évolution naturelle des patients. Donc, des patients qui n'avaient pas des appareils, à l'époque, on n'implantait pas encore de défibrillateurs, etc., donc qui ont montré vraiment qu'est-ce qui s'est passé comme évolution naturelle des patients avec défaillance cardiaque. Et de là, on sait que ces patients, ils vont mourir, mais pire qui sont les patients, vous connaissez bien tous déjà les classes fonctionnelles de 1 à 4, et pire les patients, ils vont mourir plus de défaillance cardiaque elle-même. Donc la pompe, quand on arrive dans les stades finaux, peu importe ce qu'on fait, sauf si on fait une transplantation cardiaque, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Donc par exemple, si on regarde ici en bas, un tiers des patients ils vont faire un arrêt cardiaque arythmique. Si j'implante des défibrillateurs ici pour prévenir un arrêt cardiaque, ça ne sert à presque rien parce que les patients vont mourir d'autres choses. Tandis que si on prend des patients bien moins malades, par exemple ceux qui sont en classe fonctionnelle 2, c'est quelqu'un qui est pas mal en forme pour une défaillance cardiaque, et 2 tiers ils vont mourir d'un arrêt cardiaque, la mort subite. Tandis qu'il n'y a pas beaucoup de morts à cause de la pompe de plus en plus faible. Et ça pour penser, disons, à ces patients, parce que ces patients, qu'on les voit tous les jours, qu'on voit qu'ils vont bien, qui avec nos médicaments sont capables de marcher plus, etc., on ne pense pas souvent qu'ils sont capables, tout d'un coup, ils sont vraiment un épée de Damoclès, c'est la mort subite, qui les attend n'importe quand pour faire un arrêt cardiaque et mourir. Donc, pourquoi on fait un traitement électrique de l'effrayance cardiaque? Le premier objectif, c'est diminuer la mortalité. On veut, si on peut, ralentir la progression. On sait que ces patients, moi, quand je vois un patient de défaillance cardiaque, je lui dis c'est vraiment pire qu'un cancer. Les cancers, parfois, on peut les guérir. Tous nos patients, ils vont aller, d'une façon ou d'autre, vraiment dans une pente descendante à la fin. L'idée, c'est de les garder les plus stables pour le plus de temps qu'on est capable. Donc, on a aussi des choses à faire au niveau électrique pour ralentir la progression de la maladie. Et idéalement, on essaye, ça c'est l'objectif primaire dans la plupart de nos traitements, de médicaments, entre autres, qu'ils soient plus capables de faire des choses, qu'ils ne soient pas, disons, alités, qu'ils soient capables d'avoir un souffle suffisant pour marcher, pour faire ces tâches de tous les jours. Donc, ça c'est l'arythmie qui emporte les patients qui font une mort subite. Une tachycardie auriculaire, vous voyez, une tachycardie avec QRS large. Et pourquoi on sait ça? Depuis quelques années, c'est une étude faite en Europe, on a eu la chance d'avoir comme 600 patients qui ont mort avec un holter en place. C'est rare, on n'a pas beaucoup, mais donc on a vu de quoi ils mouraient les patients. Et c'est pas drôle. Mais quelqu'un qui au moins a pris tous ces haltères peut dire, bon, on a encore, il faut savoir de quoi ils vont mourir les patients qui vont mourir. Donc on voit comment ces patients qui étaient en rythme sinusal, ils commencent à faire un espèce de torsade des points qui finit en fibrillation ventriculaire qui finit finalement en systolie, où on a les heures ici, 10 minutes après, les patients étaient réanimés et morts. Donc ça, c'est la plupart des patients qui font des arrêts cardiaques de façon soudaine. Ils vont mourir à cause d'une arythmie ventriculaire maligne. Et si on prend nos patients, donc nos patients sont à peu près ici, ce sont les patients qu'on suit dans la clinique de défaillance cardiaque. On sait qu'environ un de chaque 5, un de chaque 3 patients, il va faire un arrêt cardiaque. Mort subite à cause d'une arythmie. Donc ça, c'est la population qu'on doit s'adresser quand on parle aujourd'hui. Et pour ça, on a développé depuis quelques années déjà, les années 80, un défibrillateur. Donc moi, quand j'explique ça aux patients, je dis c'est comme une ambulance avec des ambulanciers, mais on va les mettre en dedans, qui va finalement, avec un câble qui est à l'intérieur, détecter, surveiller en tout temps les rythmes cardiaques. Si tout va bien, la machine ne fait rien, il surveille simplement. Si ça arrive un arrêt cardiaque, comme on vient de voir,
La machine, il y a tout, disons, c'est une espèce d'ordinateur, si vous voulez. S'il arrive un arrêt cardiaque, la machine va envoyer un courant électrique qui va sortir entre les câbles ici et les cannes. C'est comme les palettes qu'on donne pour faire une cardioversion, de fibrillation. Entre ces deux points-là, un courant électrique qui va sortir, puis en ce moment, on va faire répartir les cœurs. Et c'est ce qui se passe. Bon, oh non, j'ai encore d'autres diapositives. Et les appareils ont pas mal diminué de taille, donc au début de l'histoire, ils étaient si grands qu'il fallait s'implanter dans l'abdomen, puis il fallait coller, il fallait ouvrir la poitrine et coller des patchs vraiment autour du muscle cardiaque. Maintenant, on est rendu qu'ils sont assez petits qu'on peut les implanter en dessous de la peau, donc on les implante, on pourrait les implanter même presque en médecine des jours. Encore, on ne les fait pas à l'hôpital, les patients restent une nuit après l'implant, mais c'est comme un pacemaker, c'est un gros pacemaker finalement. Est-ce qu'on a des évidences? Oui, je ne veux pas, disons, vous charger beaucoup avec des données, mais on a plusieurs études qui ont été faites. On parle de prévention primaire. Pourquoi primaire? Parce que les patients qui ont déjà fait un arrêt cardiaque ou un tachycardie vasculaire, ça c'est hors doute, tout le monde le sait, on les voit qui arrivent à l'urgence avec un arrêt cardiaque réanimé, on va implanter un appareil pour éviter que ça se reproduise les problèmes. Mais quand on dit prévention primaire, ce sont des gens qui n'ont jamais fait d'arrêt cardiaque. Ce sont des gens qui n'ont jamais fait des palpitations, qui n'ont jamais fait une seule salve de tachycardie vasculaire, rien, mais qui simplement parce qu'ils ont un cœur faible, plus faible que 30%, on va le répéter à plusieurs reprises, ils sont à risque de faire un arrêt cardiaque. Donc ce sont ces gens-là qui, après avoir eu tous les traitements pour dilater ses artères, s'ils sont des coronariennes, qui ont donné tous les médicaments pour essayer de renforcer son muscle cardiaque, les médicaments qu'on doit titrer à nos cliniques de référence cardiaque, si malgré tout ça, les patients restent encore avec une fraction d'éjection en bas de 30%, ça serait un candidat pour la prévention primaire de ce qu'on appelle la mort subite. Donc, on implante un appareil. On sait qu'environ un de chaque 3 patients, il va s'en servir. Quand j'explique ça aux patients, on sait qu'il y a 2 tiers qui ne vont pas s'en servir, sauf qu'on ne sait pas c'est qui va l'utiliser. Donc, quand on offre ça, c'est parce que la première fois, ça pourrait être la dernière, et c'est pour ça que les implante en prévention. Donc, on essaie d'autres options comme amiodarone, puis il n'y a rien en fait qui est meilleur pour arrêter un arrêt cardiaque qu'un défibrillateur. C'est comme ça qu'on fait quand le patient arrive à l'urgence, un arrêt cardiaque, on donne un choc. Donc il n'y a rien de meilleur qu'un choc pour ça. Peu importe, disons, si ce sont des hommes, des femmes, etc., s'ils prennent des médicaments comme il faut ou non, dans presque tous les cas, il n'y a rien qui a été supérieur à l'appareil qui donne des chocs pour arrêter une fibrillation ventriculaire. Donc ça, c'est le premier message de l'après-midi de ma conférence. Pour diminuer la mortalité, et compte tenu que jusqu'à 2 tiers des gens pourraient mourir d'un arrêt cardiaque, dépendamment, disons, des stades où se trouvent les patients, il faut proposer, je ne dis pas qu'il faut l'implanter. Il y a des patients qui sont rendus à 75 ans, qui me disent, docteur, écoutez, moi, ça ne me fait pas peur de mourir. Là, c'est bien correct, là, ce n'est pas une imposition. On les offre comme option. Puis les gens qui sont capables, disons, de bien décider que si votre Dieu m'emporte, c'est correct, ben, c'est correct aussi. Donc, il faudra insister un petit peu, surtout si les patients sont moins malades. Les patients qui sont en classe fonctionnelle 3 ou 4, ils vont mourir de toute façon. Il y a peu de choses qu'on pourrait faire, puis ça donne, à mon avis, de rien d'implanter un appareil pour que ça dure un an si le patient va mourir de toute façon. Donc, si on voit un patient qui a une insuffisance rénale, qui a l'urée très haute, un patient âgé, trop âgé, fragile, en fait, qui commence déjà à perdre la masse musculaire et tout, et lui, probablement, est trop tard déjà. Oui, il pourrait qualifier pour un appareil, mais il va mourir de toute façon. Ça se peut que ce soit un peu, disons, trop tard pour implanter ce type de technologie. Et ça, c'est la chiffre qu'on va encore marteler, 30% au plus bas. Donc, ce n'est pas compliqué. Bon, peu importe la méthode d'échographie cardiaque, hémodynamie, médecine nucléaire, dès qu'on a ces chiffres-là, puis encore, il faut que tous les autres paramètres, médication et tout soit bien optimisé et bien stable. On doit proposer d'implanter un défibrillateur pour diminuer la mortalité. Et c'est ce que les appareils font. Donc ça, c'est un vrai tracé d'un patient qui est tombé en fibrillation ventriculaire. Ce n'est pas compliqué pour tout le monde à voir. Ça, c'est comme un tracé que l'appareil prend à l'intérieur. Là, ici, il a reçu un choc, puis où on récupère le rythme normal. Le patient est sauvé. Parfois, les patients pourraient faire, comme on a vu déjà, des tachycardies ventriculaires, donc pas un arrêt cardiaque. Et pour ces patients, ça serait un peu trop souffrant de donner un choc d'emblée. L'appareil, parfois, est capable de donner
selon comment on les programme, des petits chocs que les patients ne sentent pas. On appelle ça un overdrive, on a surestimulation. Puis en stimulant un petit peu plus vite que l'arythmie, arrive à la casser aussi. L'appareil a fonctionné pour arrêter une tachycardie grave, potentiellement mortelle, sans même pas donner de choc. Puis on voit ici encore une tachycardie, rythme sinusal, tachycardie qui commence, l'appareil essaie de faire son traitement, ça ne marche pas, essaye encore, ça ne marche pas, puis finalement on donne un choc, le patient revient à un rythme sinusal. Tout ça se fait automatique, on n'a pas besoin d'intervenir pour ça. On dit toujours aux patients de venir nous voir après pour contrôler que c'est bien fait, mais tout ça se fait sans notre intervention. Donc je reviens encore à la une des premières diapositives. Les patients vont mourir soit d'un arrêt cardiaque ou soit de la progression de la maladie. Donc ça, c'est le deuxième objectif. Il faut essayer de ralentir la progression de la maladie. Il faut essayer que les patients soient stables le plus longtemps possible. Et pour ça, on a tout ce qu'on connaît déjà, qui est très important, mais vous connaissez mieux les patients que moi, vous les suivez, ces patients dans nos cliniques de faïence cardiaque. C'est bien beau de les dire, les redire qu'il faut arrêter de manger salé, et tous les patients sont durs de tête, essayent parfois de nous jouer des tours. Donc ça c'est bon, il faut insister, mais c'est difficile. Les patients, semble-t-il, qu'ils vont toujours s'échapper. C'est sûr qu'on a des choses encore plus disons, la solution, ce serait pour tout le monde une transplantation cardiaque ou mettre un dispositif moderne d'assistance ventriculaire, mais on n'a pas, c'est trop compliqué. Donc, la troisième option qu'on a entre les deux, pour certains patients, on va voir, c'est le traitement par résynchronisation. Et on va voir bientôt de quoi on parle ici. Donc, les pacemakers standards, qu'on connaît depuis 50 ans déjà, les premiers pacemakers étaient implantés surtout pour les patients qui faisaient une bradycardie. Donc, quand les pouls est trop lent, puis il n'y a rien d'autre qu'on pourrait faire pour ces patients, et les patients symptomatiques, on doit implanter un pacemaker pour accélérer le rythme cardiaque.